Bienvenue au condensé de l'actualité culturelle sur la chaîne de la culture Culture Télévision. Les informations d'ici et d'ailleurs vous sont proposées dans ce récap dont voici les titres. Les couleurs contribuent à la beauté et à l'esthétique des œuvres artistiques. Nous avons pris pour vous les avis de quelques artistes sur la relation qui existe entre les couleurs, l'artiste et l'œuvre d'art. Les détails dans un instant. Le Legba est l'une des divinités qui occupe une place importante dans la société béninoise. Dans ce journal, vous saurez tout sur cette divinité dans quelques minutes. Et puis la 8e édition du festival Nollywood Week qui a démarré le jeudi 6 mai se déroulera entièrement en ligne en raison de la pandémie du Covid-19. Le point toujours avec nous dans cette édition. Bonsoir à nouveau. Je l'annonçais en titre, la couleur est l'un des éléments prioritaires dans la conception d'une œuvre artistique. Nombreux sont les plasticiens qui en font usage de diverses manières afin d'octroyer une identité à leur œuvre. Chacun d'eux confère à la couleur une fonction à son gré et l'intègre dans sa démarche artistique. Pour mieux comprendre cette relation entre les couleurs, les artistes et les œuvres, notre rédaction s'est rapprochée de quelques artistes peintres. Ils sont au micro de Mohamed Aoussa. Le choix des couleurs dans la conception d'une œuvre artistique n'est souvent pas anodin. Il peut résulter d'une inspiration, d'une volonté d'expression ou d'un choix désinvolte selon la motivation de chaque artiste. Quand on parle d'art plastique, de peinture, la couleur c'est la base. Sans la couleur, il ne peut pas y avoir d'œuvre d'art en fait. Donc les couleurs ont un sens précis. Quand on prend le rouge par exemple, ça pourrait symboliser le danger, la passion, la souffrance aussi. Le blanc, ça a plus rapport avec la naïveté. J'adore les couleurs vives. Donc dans mes créations, il y a plein de couleurs. Bon, après, par rapport à l'équilibre de mon œuvre, j'essaie d'ajuster un peu avec les couleurs froides. Et je fais un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. Mais c'est beaucoup plus les couleurs vives qui transparaissent dans mon travail. J'aime utiliser, moi, les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que ça représente un peu toutes les panoplies des couleurs que nous avons. Ça dépend, ça peut être la tristesse, le chagrin pour certains, mais aussi le rouge, ça, pour moi, ça symbolise l'effort, le courage et l'endurance. Le blanc, la pureté, simplement. Si certains artistes utilisent les couleurs en fonction des rôles qu'ils leur attribuent dans la compréhension de leurs œuvres, d'autres par contre n'en tiennent vraiment pas rigueur. Ils estiment n'avoir aucune relation primordiale ou exclusive avec une quelconque couleur. Je ne m'intéresse pas trop aux significations des couleurs. Ça dépend de ce que je traverse, ça dépend de ce que je ressens, ça dépend de ce que vivent les gens autour de moi. Donc, dire que telle couleur exprime telle chose chez moi, non. Je me base plus sur l'esthétisme, sur l'esthétique, si vous voulez. Donc, voilà un peu. En fait, en tant qu'artiste, la couleur, c'est cette chose qui nous permet d'attirer le regard des visiteurs, de ceux-là qui se présentent devant nos œuvres. Dans mes œuvres, moi j'aime les couleurs. Il n'y a pas cette couleur que j'aime pas. Mais ces derniers temps, les couleurs qui dominent mes œuvres sont les couleurs comme le bleu, le noir, le blanc et le rouge et le jaune par endroits. Quel que soit l'usage qu'ils en font ou la motivation qui les anime, les artistes semblent toujours avoir besoin de la complicité des couleurs dans la réalisation de leurs œuvres.
Le groupe Teriba, dans le souci de promouvoir le consommation local, ont créé un espace culturel matérialisé par la calebasse. Cette calebasse, utilisée à divers dessins, est mise en exergue dans cet espace multidimensionnel au cœur de Cotonou. Suivons ce reportage réalisé par Jean-Yves Cédric-Assa. Le Bénin dispose depuis quelques semaines d'un nouvel espace culturel mis à disposition du public par le groupe Les Teriba. La calebasse, c'est son nom. Implanté au cœur de Cotonou, ce centre se propose de valoriser la calebasse dans toute sa diversité. La calebasse, c'est d'abord un fruit qui pousse dans les pays tropicaux et qui est très connu parce que c'est un fruit très utile à la femme dans son utilisation de tous les jours. C'est son ustensile de cuisine à la base. C'est un saladier, c'est une assiette, c'est un verre à boire. C'est aussi une gourde par moment. Et c'est un fruit vraiment qui est un don de la nature. Aujourd'hui, la calebasse est un lieu matérialisé par un concept qui réunit tout ça, qui est l'identité même de Teriba. Dans un premier temps, la calebasse est écrite avec un C. On l'a réadapté en l'écrivant avec un K. Il y a bien une raison à cela. Le C, pour nous, rappelle que la femme est toujours sous le joug des interdictions. Le C, pour nous, rappelle que la femme est toujours courbée sous le joug de la domination. Elle n'arrive pas encore à s'exprimer comme il faut. Et c'est pour ça que nous avons décidé de changer le C et nous l'avons mis un K pour dire que cette femme est relevée, qu'elle est maintenant prête à affronter le monde et qu'elle tend les bras au futur et qu'elle vit encore une fois. Donc la calebasse aujourd'hui, c'est un lieu que nous appelons tout le monde à venir découvrir. C'est un concept autour de 3 éléments. Le premier élément, c'est le tradibar. Lorsque vous entrez ici à la calebasse, vous avez la possibilité de consommer des boissons locales, c'est-à-dire du hatan, du tukutu, du bissap, du jus d'ananas, tout ce qui est fait au Bénin et qui nous rappelle un peu nos villages, comment nous vivions. Et la particularité de ce lieu par rapport à ce contexte, c'est que nous l'appelons tradibar. Pour nous, c'est le tradibar où on peut également manger des mets de chez nous, de la petite gastronomie, des tévis, du hata, du abobo, vraiment de petites choses qu'on peut manger à l'aise ici. Et on peut également faire de la grande gastronomie lorsque vous passez une commande précise. Et après le tradibar, nous avons le deuxième concept qui est la galerie d'art. La galerie d'art en ce sens que nous sommes, nous, artistes sur le plan musical, mais nous portons également des projets d'artistes plasticiens. Et donc, cette galerie pourra accueillir tous les 2 mois une exposition d'artistes plasticiens qui vont exposer leurs œuvres, mais également qui vont apporter dans l'éducation des jeunes. Nous allons aller à la recherche de ces enfants et nous les ramènerons vers ces pratiques qui ne sont pas très communes. Autant on peut aller à un concert, autant aller à une exposition, c'est difficile. Donc, on va essayer déjà de motiver les jeunes, les enfants à venir dans cette galerie pour découvrir ce qu'est l'art plastique, sous toutes ses formes et toutes ses dimensions. Vous savez, Teriba, c'est également un style d'habillement et l'indigo a une place de choix dans cet endroit. Un showroom indigo qui va proposer des tenues, mais également tout ce qu'il y a dans la maison puisque nous parlons de la femme. La calebasse est donc désormais une nouvelle adresse pour les amoureux de culture, d'art et gastronomie africaine. Et puis l'interprétation de l'article 148 de la loi 2015-08 du Code de l'enfant stipulant que la mère fournit le nom d'un présumé père à l'appui de l'acte de mariage si elle est mariée ou dans le cas contraire présente un acte de reconnaissance de grossesse suscite beaucoup de réactions dans l'opinion. Suivez ce reportage au micro de Denise Betolankwe. L'obligation qu'a un futur père d'aller déclarer dans le registre national la paternité d'une grossesse dont il est l'auteur
est diversement apprécié par les citoyens béninois. En effet, selon le Code de l'enfant en son article 148 du 8 décembre 2015 et la loi 2020-34 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'état civil, la déclaration de naissance est soumise à une reconnaissance de grossesse dans le premier trimestre ou à un certificat de mariage. Aujourd'hui, on dit, déjà à 3 mois, on doit déclarer cette grossesse-là. Combien de jeunes aujourd'hui aura ce courage-là de dire, ok, oui, j'ai enceinté telle fille et j'assume. Là, ça crée déjà beaucoup de problèmes. Si on rentre dans le domaine sociologique, il n'est pas facile à un homme de dire, oui, j'ai enceinté. Mais c'est beaucoup plus facile pour l'homme de dire, ok, j'ai un nouveau bébé, j'ai un nouveau-né. Et là, c'est une joie que tout le monde partage. Mais déjà, en amont, on dit, ok, vous avez enceinté tel, et là, vous reconnaissez déjà. Une loi vient toujours corriger une faille. Alors, c'est un sujet d'actualité qui vraiment fait beaucoup parler d'elle. Pour certains Béninois, cette loi comporte de nombreux pièges et risque d'avoir un impact sur les habitudes familiales. Je crois que on veut régler un problème, mais dans le même temps, on crée encore d'autres problèmes. Parce que si déjà à 3 mois, on n'arrive pas à trouver le vrai géniteur, qu'adviendra-t-il de ces enfants-là? Ces enfants seront obligés de porter le nom de leur grand-père. Et quel honneur ça apporte à un père d'avoir une fille qui fait un enfant qui porte également le nom du grand-père? Quel honneur ça a pour cette fille-là d'avoir un enfant qui porte son nom? Donc, je crois qu'il y a la loi, mais il faut accompagner à la loi l'esprit aussi de la loi. Et a priori, moi je vois que si on n'y prend pas garde, nous risquons de bouleverser l'ordre familial et social dans notre pays. Pour les cas où l'enfant ne sera pas déclaré selon les prescriptions de la loi et que par défaut l'enfant portera le nom, la plupart des enfants porteront le nom de leur mère, demain je crois que fondamentalement il y aura problème. Parce que nous connaissons notre système, notre pays, notre géographie. Est-ce que par exemple dans les contrées, lorsqu'on quitte les villes, on va dans les campagnes, est-ce que nos frères, nos populations sont vraiment imprégnées de la pertinence d'aller faire la déclaration paternelle selon que la loi a prévu, je crois, dans 3 mois avant l'accouchement? Est-ce que l'objectif visé, c'est peut-être, excusez-moi, pour augmenter les recettes budgétaires de l'État? Si tel est le cas, alors bon, c'est normal. Malgré les insuffisances relevées et les différents avis, la déclaration de naissance est désormais réglementée et la population devrait s'y conformer. On reste toujours au Bénin, berceau du culte vaudou. Le Bénin regorge d'une variété de divinités dont le Legba. Toujours le phallus tondu, il est l'une des divinités suprêmes du panthéon vaudou. Nous nous sommes intéressés à cette divinité. Allons à sa découverte à travers sa particularité, ses fonctions et ses interdits. Suivons le reportage de Viviana Soblongbe et de Youssouf Zinsouve. Le Legba est l'ultime divinité du panthéon vaudou. Il est présent dans plusieurs localités du Bénin. Considéré comme un vaudou messager, il est le porte-parole intermédiaire entre l'homme et les divinités. Son apparence et sa taille peuvent varier, mais toutes les représentations ont en commun la présence d'un phallus démesuré. Le Legba, c'est cette divinité qui protège, qui est le gardien du temple et qui est doué d'une efficacité qui ne dit pas son nom et qui se traduit par son phallus qui est toujours tendu pour montrer un peu l'expression de sa puissance, l'expression de sa force qui le caractérise. Érigé tel un chef à l'entrée des maisons ou à bord des villages ou quartiers de ville, Legba, le phallus, toujours bien tendu, dicte sa loi et accomplit avec fidélité les missions qui lui sont confiées par la population. Chaque village, chaque quartier, il y a un Legba qui est installé là.
Et c'est ce legba qu'on appelle Tolegba. Et ce legba est chargé de protéger le village, est chargé de protéger ce quartier, est chargé de protéger ce pays. En temps normal, le Bénin doit avoir son Tolegba. Vous voyez, lorsqu'on prend Calavi ici, maintenant Calavi doit avoir son Tolegba. Vous voyez, donc son rôle principal, c'est de protéger tout le village. Et tous les habitants de ce village, de ce quartier, de cet arrondissement, s'ils se retrouvent dans le besoin de quelque chose, peuvent passer et opérer et faire des sacrifices à ce Tolegba. Fiable et assez réaliste, le legba est prompt dans ses services, mais très allergique aux fausses promesses. La reconnaissance est très, très primordiale pour le legba. Voilà pourquoi quand vous l'envoyez en mission, il le réalise toujours. Et quand il le fait, il attend que vous levez pour dire, bon, ce que je vous ai demandé, je l'ai fait. Bon, voilà, en contrepartie, voilà ce que j'avais promis. Elle dit, ah, telle personne, c'est un bon enfant. Il est sage. Et comme ça, la prochaine fois, quand vous sollicitez encore, il est très disponible à vous rendre service parce que pour lui, la reconnaissance de l'humain, la reconnaissance est très primordiale pour le legba. Le legba reste donc la sentinelle ayant pour mission de stopper et de mettre fin aux menaces des ennemis en direction de la concession ou du village qu'ils gardent. Les chapeaux font partie des habitudes vestimentaires. Au Bénin, le chapeau communément appelé gobi est très convoité par les hommes à l'occasion de plusieurs événements et dans de nombreuses circonstances. Pour en savoir plus sur le gobi et ses différents usages, suivons ce reportage de Tossou Franck. Le gobi, un style de chapeau traditionnel porté par la plupart des hommes, s'observe dans plusieurs régions du Bénin. Il a une origine ethnique. L'origine du chapeau gobi, ça date des temps de luxe. Et le chapeau gobi, uniquement, c'est réservé pour les gens de Ododou, voilà, c'est des gens qui ont quitté le Nigeria, qui ont quitté l'Ifé. C'est eux qui ont l'origine, tout ce qui passe Yoruba. Tout ce qui parle le nom Yoruba, c'est ça qu'on appelle Odondoua. C'est eux qui ont amené ça au Bénin. Et ça s'est répercuté partout. Vous verrez que c'est les Nagos qui sont à l'origine. Vous les trouvez dans Porte-Novo, les Goûts de Porte-Novo, les Yoruba de Porte-Novo, les Nagos partout dans le Bénin, les Daïka, les gens de Banté, tous ceux-là qui peuplent le peuple Adja et le peuple de Odundoua. Cependant, chaque façon de porter le gobi véhicule un message bien particulier. Quand on le met du côté droit, d'abord je vais faire le côté droit comme je le fais là, vous verrez que quand on met ça du côté droit, pour eux, c'est quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent et qui fait du prestige, on dit qu'il a de l'argent. Mais quand on met du côté gauche, ça veut dire que c'est des classes moyennes. Quand on met du côté, on met ça comme ça, vous verrez que ça traduit vraiment une question de fierté. Ça dit la personne est fière. Et maintenant, quand on met du côté comme ça, sur la nuit, qu'on fait comme ceci, ça veut dire que tu es prêt à affronter une lutte avec quelqu'un. Vous verrez, faire comme ceci, on dit que la personne, il est méchant. Quand on met ça pas derrière, ça ne se met pas derrière, ça ne se met pas derrière. Et dans le pays Batonou, dans le pays Bariba, c'est les mêmes choses qui diffèrent chez les Bariba. C'est que quand vous mettez du côté droit, hein, c'est que vous êtes... quand vous mettez du côté droit, c'est que vous avez perdu votre papa dans le pays Batonou. Et quand vous mettez de ce côté, vous avez perdu votre mère. Mais quand vous mettez sur le front comme ça pour parler aux gens, ça veut dire que vous êtes décidé, comme je l'ai dit, à affronter quelqu'un qui est en train de vous créer des problèmes. Vous êtes décidé à vous battre avec lui. Et maintenant, quand vous mettez du côté ceci-là, ça revient aux mêmes choses que vous êtes quelqu'un qui veut faire du mal. Quand les femmes portent là, ils portent ça pour simulation, ça veut dire pour faire de style. Aujourd'hui, c'est devenu un chapeau que tout le monde porte, même les Blancs portent. C'est-à-dire c'est assimilé à nos cultures. Et de manière occidentale aujourd'hui, dans l'Occident, les Blancs aussi portent. Et chacun porte. Vous verrez qu'à partir des gens commencent pas à porter sur des vestes. Ce n'est pas sur des tenues comme ceci. Chacun porte comme ils veulent.
C'est devenu une tradition, c'est devenu un truc général pour tout le monde. Ce n'est plus maintenant destiné pour les races Odundoua, pour les ethnies Odundoua, pour les ethnies Nago. C'est destiné pour tout le monde. Tout le monde porte. Dans tout le Bénin, tout le monde porte ce qu'il veut. Par ailleurs, ce chapeau Kobi a laissé place à plusieurs autres tendances avec la nouvelle génération. Aujourd'hui, la jeunesse a modifié un peu la forme du Kobi. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs qualités de Kobi, plusieurs formes. Il y a des Kobi qui sont petits et comme ce que j'ai mis sur la tête. Il y a d'autres qui sont un peu plus larges que ce que j'ai porté. Pour certains fanatiques du port du Gobi, cette nouvelle forme d'usage apparaît comme une menace pour la conservation de l'authenticité de cet art vestimentaire. Il est beaucoup plus facile d'identifier un artiste à travers son look. Nombreux sont les artistes qui préfèrent un style bien particulier et quelquefois un peu extraverti. A-t-on besoin de s'extravertir ou d'être extravagant pour mener sa carrière artistique? La question a été abordée dans cet élément par Marion Akbo au micro de Océane Ogonko. L'habit ne fait pas le moine, mais la profession. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, nombreux sont les artistes qui ne passent pas inaperçus de par le style vestimentaire ou certaines modifications opérées sur leur physique. L'artiste, c'est quelqu'un qui a forcément une particularité. C'est quelqu'un qui est différent. Je vais déjà dire qu'on n'a pas besoin de paraître pour être artiste. On est artiste. Alors, être artiste, c'est déjà dans l'âme. Maintenant, si quelqu'un met des locks ou fait des locks, parce qu'il sent ça, parce qu'il ressent ça en lui, pourquoi pas? Why not? À partir du moment où l'artiste le ressent, il a envie de faire des locks, il fait les locks. Il a envie de se raser la tête, mais il rase la tête. Il a envie de mettre, je sais pas, une boucle d'oreille, il met sa boucle d'oreille. Mais qu'il ne le fasse pas parce que l'autre le fait. Au-delà de l'extravagance et du fait de s'extravertir, certains artistes optent pour l'imitation des stars ou des vedettes étrangers. Et cela pose un réel problème identitaire. Quelle que soit l'option physique faite, l'artiste se doit d'être assez particulier et original afin de se conférer une identité propre à lui. L'artiste ne doit pas ressembler à quelqu'un, l'artiste doit être lui. L'artiste, c'est un créateur. L'artiste doit être unique en son genre. L'artiste, par excellence, c'est quelqu'un qui est naturellement humble. Il peut, de par son art, de par la façon dont son art se reflète à l'extérieur, il peut donner l'impression d'être quelqu'un d'inaccessible. En fait, c'est l'art qui fait ça. C'est l'art qui fait ça. Les muses qui sont autour de lui, qui font ça en fait. C'est-à-dire, comme on le dit dans nos langues ici en fond, et nos jiu. Mais quand vous vous rapprochez de lui, vous constatez que c'est quelqu'un de très simple. Par contre, quand on revient en Afrique ici, on a plein d'artistes qui veulent ressembler à certains artistes occidentaux et autres. L'usage des perles à la taille est une vieille tradition de séduction qui concourt à l'esthétique intime de la femme. Nombreuses sont les Africaines qui ont recours aux perles dans leur stratégie de séduction intime. Pour en savoir plus sur cette pratique, Madame Tchekoum nous conduit dans le monde des perles. Reportage avec Nadège Ourignon. Le port des perles est une tradition africaine. Elle consiste pour la femme à se parer de perles à la hanche. Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles la femme doit mettre. La première grande raison, c'est que les perles à la hanche féminisent la femme. Elles affinent la taille de la femme et donnent plus de beauté à son corps. L'autre raison qu'il y a aussi, c'est que quand vous avez des perles à la hanche, ça vous permet de contrôler vos poids. Quand vous prenez du poids, vous pouvez comprendre et savoir qu'il faut réguler ça. Et quand vous en perdez aussi, vous savez comment gérer ça. Et l'autre troisième raison, et ce qu'on met très souvent en avant, c'est la séduction. Les perles
à l'arrange séduisent les hommes, séduisent même tous ceux qui sont autour de vous. Le cliquement parfois de certaines perles là, le bruit que ça donne. Outre sa fonction principale de séduction, les perles à la hanche véhiculent de nombreux messages et sont dotées de plusieurs autres fonctions. Il y a plusieurs types de perles. On leur donne des noms, juste pour garder ça en tête. Antérieurement, on parlait de bip, on parlait de Djenana, on parlait de toi et moi, de plusieurs noms. Maintenant, on est un peu plus moderne. On parle de défonce-moi, on parle de mon bébé, on parle de mon trésor. Des noms, on donne différents noms aux perles de hanche. On les met selon les jours. Mon bébé a son jour lundi, mon trésor a son jour mardi, et puis on change selon les jours. Les tailles des perles, le port selon les tailles des perles dépend de la hanche, de la générosité de la hanche de la femme. Plus elle est généreuse, plus la grosse perle est recommandée. Et moins elle est généreuse, moins c'est recommandé. Très prisées par les femmes, certes, les perles ne laissent point indifférents certains hommes. Selon moi, parce que voilà ça, j'ai envie de bondir sur, des fois aussi, ça me donne la façon de m'approcher d'eux pour pouvoir faire ce que je n'ai pas envie de faire, vous voyez. Bon, j'aime ça parce que ça me donne l'émotion de pouvoir bien faire mon travail. Moi j'aime bien les perles, j'aime bien voir les femmes mettre les perles, mais j'aime pas que cela soit de façon dépravée, d'accord. Certes les perles ça excite, mais ça dépend de comment la femme arrive à les porter et tout. La jeunesse béninoise a copié, je dirais bêtement, et c'est pas les cultures de l'Afrique centrale, si je peux le dire ainsi. Nous copions bêtement ce que nous voyons chez les Congolaises, les Camerounaises, les Gabonaises. Sinon porter une perle, à ma convenance, c'est une très belle chose, d'accord. Mais quand c'est de façon à s'exposer, à mettre les fesses en valeur ou les mettre de façon pas très jolie à voir, moi je n'admets pas ça. Je ne suis pas partisan de ce système-là. Généralement, moi j'apprécie ou bien j'adore plus les chaînettes aux reins que les perles. Okay? Moi personnellement, je n'ai pas de façon intitulée personnelle. Maintenant, de façon générale, quand je vois les perles chez les femmes, parfois il y a des perles qui sont différentes. Non, il y a des perles Djenana, il y a des perles machin, ça excite. Mais quand c'est des perles de 500 ou de 1000 francs là, ça dépend. Moi je ne suis pas trop, ça ne m'excite pas, Mais quand c'est gros, comme on dit Djenana, ce qui brille la nuit là, mais ce qui s'allume la nuit, ça a un instinct. Et ça fait un clic. Malgré les différentes implications, le port des perles demeure un art transgénérationnel qui visiblement a encore de beaux jours devant. Et en page internationale, cette fois-ci, la 8e édition du festival Nollywood Week, qui a démarré le jeudi 6 mai, se déroulera entièrement en ligne en raison de la pandémie liée au Covid-19. L'année dernière, le festival a dû être annulé pour la même raison. Pour cette première édition virtuelle, 4 avant-premières et une trentaine de films sont au programme. La 8e édition du festival Nollywood Week se fera en ligne, comme c'est le cas de nombreux événements culturels depuis le début de la crise liée au coronavirus, et prend fin ce jour dimanche 9 mai. Pour cette première édition virtuelle, les thèmes abordés portent sur la santé mentale ou la discrimination raciale en rapport avec la mort de George Floyd. Le festival se transforme donc en plateforme pour la défense des peuples noirs et pour y contribuer des talents venus d'Afrique et de la diaspora prennent part à cet événement. Mais le festival de Nollywood gardera ses fondamentaux, rassurent les organisateurs, sans pour autant dévoiler les films en compétition. Des spectateurs découvriront des films pas tout à fait dans le style nollywoodien, loin des histoires d'amour et de religion. Il y aura des courts et des longs métrages à l'image du public. C'est réalisé avec des budgets très limités et qui illustre la ténacité du cinéma nigérien. En effet, Nollywood accouche chaque année de 2000 productions, ce qui en fait l'une des plus importantes derrière l'Inde, mais devant les États-Unis. Et l'industrie espère bien redémarrer après l'arrêt forcé lié au coronavirus.
La réouverture des salles de cinéma en septembre dernier accompagne du succès au box-office du film nigérian Omo Ghetto, malgré les mesures sanitaires, est de bon augure. La trentaine des films en liste tenteront de remporter le prix du public, décerné au film le mieux noté par le public. Le cinéaste gagnant se verra attribuer une gamme de caméras haut de gamme pour réaliser son prochain film. Toujours en interactualité, la bataille de Little Big Horn, œuvre monumentale de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, mort en 2016, est actuellement en mer sur la route entre le Sénégal et la France. Ce groupe de 35 statues, dont de nouveau vers la France, pour 10 ans, dans les anciennes écuries de la citadelle de Mont-Dauphin. Les 35 guerriers et chevaux faits de terre, de sable et de toile de jute par l'artiste sénégalais Ousmane Sow pour symboliser la bataille de Little Big Horn sont actuellement en partance vers la France après une première exposition. Selon le consultant en logistique Jean-Louis Gazanian, ami de sculpteur et chargé de coordonner le transport de ces géants vers la France, certaines pièces pèsent plus de 200 kg. À l'en croire, elles sont un peu fragiles, mais il faut les manier avec beaucoup de précaution. Après avoir voyagé à travers le monde, les 35 statues colossales étaient rentrées au Sénégal en 2014, stockées loin des yeux des visiteurs, faute d'espace adéquat pour les exposer, regrette Ndeye Marina Sow, présidente de la maison Ousmane Sow et fille de l'artiste. Il vaut mieux aujourd'hui qu'elle soit dans un superbe lieu comme le fort de Mont-Dauphin plutôt que de priver le public d'une telle œuvre. Qu'elle soit vue à Dakar ou qu'elle soit vue sur un autre continent, peu importe la finalité, c'est que le public y ait accès et puisse en profiter, a-t-elle expliqué. Les objets sont déjà arrivés sur le site de Mont-Dauphin le 7 mai pour une inauguration de l'exposition cet été 2021. Et pour boucler cette page d'interactualité, l'Allemagne prévoit de restituer au Nigeria à partir de 2022 des sculptures désignées comme bronze du Bénin, issues de pillages remontant à l'époque coloniale. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État à la culture Monica Grutter. Plus de précisions avec Mohamed Amoussa. C'est l'heure du rapatriement des œuvres d'art pillées au cours de la période coloniale. Après la France, l'Allemagne envisage de retourner au Nigeria les bronzes du Bénin. Les musées devront d'ici au 15 juin publier une liste détaillée de l'ensemble des bronzes en leur possession. Une nouvelle réunion fin juin devra déterminer le calendrier de restitution. Cette décision a été prise lors d'une réunion entre experts de musées et responsables politiques nationaux et régionaux organisée à l'initiative de Monica Grutter. Selon un communiqué publié à travers ce geste, les autorités allemandes veulent contribuer à la compréhension et à la réconciliation avec les descendants de ceux dont les trésors culturels ont été dérobés pendant la colonisation. Les bronzes du Bénin figurent parmi les artefacts les plus réputés de l'art africain. Ces plaques, avec leurs bustes et sculptures en laiton, fabriquées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, décoraient le palais royal du royaume du Bénin, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. Elles avaient été reparties dans plusieurs musées européens après le pillage du pays par les Britanniques à la fin du XIXe siècle. Fin des informations nationales et internationales. On vous retrouve tout de suite pour la page invitée. Ce jour, nous recevons dans ce journal une artiste chanteuse. Elle a décidé de porter la voix et le message du Très-Haut. Donc, elle fait du gospel. Mais dernièrement, elle s'est illustrée au grand concours international panafricain The Voice et a tenu jusqu'au final. Nous la recevons pour des hommages mérités, mais aussi nous dire et partager son parcours avec nous. Elle, c'est Karina Sen. Karina Sen, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ça va bien ou tu es toujours dans cette fièvre du The Voice? Ça va, la fièvre est légèrement retombée, on retrouve nos émotions, ça va. Ça va. Alors, on veut tout savoir sur ce concours, tout savoir sur votre parcours au niveau de ce concours panafricain. Donc, on va commencer déjà avec les questions, si tu es d'attaque. Ah ça,
Quand dans une seule phrase j'entends le mot attaque, je me mets sur ma garde. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors déjà, dis-nous comment c'est passé depuis la phase de sélection jusqu'à intégrer le groupe du coach Lokwa. Ça s'est passé comment? Ça a été des moments de suspense énormes. Déjà, je suis très reconnaissante à Dieu et envers toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici. Et ça n'a vraiment pas été facile. Je ne savais pas que je pourrais arriver jusqu'en finale parce qu'on parlait de compétition africaine. Donc, ça n'a rien à voir avec le Bénin uniquement. Au Bénin, on peut se faire une estimation de quel niveau, d'à peu près à quel niveau on pourrait être. Mais quand il s'agit de toute l'Afrique, il y a tellement de richesses en Afrique. Effectivement. Et on se pose beaucoup de questions, il y a des appréhensions. Oui. Donc, déjà aux auditions nationales, c'était, je pourrais dire, abordable. Oui. Parce que j'ai découvert justement qu'il y avait des valeurs sûres cachées qui ont attendu simplement qu'on parle de sélection nationale pour sortir. Au début, je me disais, ça va être du gâteau. Mais après, je me suis dit, oula, attention, attention, s'il y a ça au Bénin, je me demande ce qu'il y a en Afrique. Donc voilà, on s'est retrouvés aux auditions à l'aveugle, ça a mordu. Et ça a même très bien mordu. Très bien, on s'en souvient. Voilà. Voilà, donc du coup, d'étape en étape, c'était suspense après suspense, palpitation, voilà, fièvre. Voilà. Et voilà, fièvre. Hein. Et déjà, c'est quoi le film de votre journée type dans les locaux de l'Académie The Voice? Les différentes étapes d'une journée en plein concours de Voice se résument à styliste, interview, coiffure, maquillage, répétition, sélection de morceaux, parce qu'il y a une liste qui nous est imposée dans laquelle on va piocher. Ouais. Donc déjà, apprentissage, ça chante de partout, on entend toutes les vibes, ça nous traumatise parce qu'on se traumatise les uns les autres, c'est un peu comme la saison d'intimidation. Il faut que je montre à l'autre, faut déjà, parce que pour saper ton adversaire, il faudrait déjà le saper dans la tête. Dans la tête. Donc du coup, tu t'arranges à sortir toutes tes vibes et à en créer de nouvelles, s'il le faut, quitte à piocher dans les vibes de l'autre, mettre ton esprit dessus et envoyer, juste pour, voilà, en fait, ça se résume à ça. Musique, 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 voilà. Et ça se réveille à quelle heure? Ça se réveille très tôt déjà. Déjà à 6h, entre 6h et 8h, pour déjà prendre le petit déjeuner. Comme j'ai l'habitude de dire, petit déjeuner is B. Effectivement. Voilà, si on prend un bon petit déjeuner, on peut d'attaque jusqu'à 16h. En tout cas, ça, c'est ma particularité. Donc, après le petit déjeuner, on va souvent rencontrer les coachs, faire quelques exercices, piocher les morceaux qu'on doit faire, essayer de voir aussi avec la mise en scène. C'est tout un parcours. Tout un parcours. Voilà, voilà. Et les moments de travaux avec les coachs, ça se passe bien? Ça se passe comment? C'est que des exercices, rien à ajouter? Est-ce que... c'est un peu de tout. Ça dépend de quelle direction prend la rencontre. Souvent, on se retrouve en train de parler des expériences des coachs qui nous boostent. Surtout quand peut-être nous faisons face, par exemple, à certains candidats qui ne font pas preuve de confiance en soi sur scène. Alors, pour nous motiver, parfois les coachs se permettent de nous ouvrir quelques chapitres de leur expérience pour que nous puissions prendre confiance en nous. Et ça nous inspire également quand on est sur la scène, des choses qu'on n'avait jamais faites avant, simplement parce que notre coach nous a donné quelques expériences. Il a souvent l'habitude de nous parler de ses débuts, comment est-ce qu'il avait peur, comment est-ce qu'il en tremblait au point que sa guitare, qui avait à peine 2 grammes, lui paraissait avoir 20 kilos. Voilà. Parce qu'il a tellement peur qu'il a l'impression de porter le poids du monde. Donc voilà,
c'est des moments vraiment très spéciaux. On ne parle pas aussi que de la musique, on parle de tout et de rien. Voilà, c'est important, c'est la vie en général. D'accord. Et parfois, ça nous aide à... On puise justement dans ces expériences pour créer, composer. Voilà. Alors, particulièrement avec ton coach, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Mon coach, ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa simplicité, son extrême humilité. Vous n'avez pas idée à quel point est-ce que je suis chanceuse d'avoir rencontré ce monsieur. C'est un grand homme. Il s'agit bien de Lokwa. Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. Pour moi, c'est un monument. À un certain moment, il deviendra, en fait, il est déjà une encyclopédie pour moi. Nous, les générations futures, auraient besoin de ce genre de figure projetée pour pouvoir prendre exemple de lui. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Effectivement. Et en étant humble, on apprend beaucoup. En étant humble, en se soumettant, on apprend des choses que les hommes ne peuvent pas forcément nous donner. Et voilà. C'est un homme tellement humble, tellement effacé. Monsieur tout le monde, en fait. Si ça n'avait pas été ce lobbying, monsieur Lokwa Kanza, je pense que il pourrait être assimilé à n'importe qui. Wow. Ouais. Et justement, avec ton coach, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as les armes pour une carrière envisagée, en même temps, en posant cette question comme ça, c'est un peu comme si on disait que avant The Voice, je n'avais pas déjà quelques prérequis. Oui. Maintenant, ce que je dirais... Non, effectivement, tu avais déjà des prérequis. Bien sûr. Maintenant, avec ce qu'il a partagé avec toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens forte à affronter? En tout cas, j'ai une valeur ajoutée considérable, consistante. Et voilà, importante quand même. Parce que parfois, quand on est derrière la télévision, on voit des personnes, des stars, des figures publiques. On se dit, waouh, il est bien, il parle bien. Voilà, c'est une personne de la télé, c'est une star, il se prend la tête, je ne peux pas l'aborder, il n'est pas accessible. Mais on se rend compte en fait que derrière tout ce lobbying, il y a un humain, un être humain, une personne à part entière qui accepte les autres. Et je comprends aujourd'hui beaucoup de choses quand j'écoute la musique de Lokwa Kanza. Pourquoi est-ce qu'il est aussi généreux? Comment ça se fait que quelqu'un qui a une musique aussi simple, apaisante pour l'esprit, c'est simplement parce qu'il est à l'écoute des autres. Et ça se traduit dans sa musique, totalement. Et durant la période de pause, parce qu'il y a eu le coronavirus, c'était quoi tes préparatifs? Déjà, à toi, ton niveau? Coronavirus, qui es-tu? Comme j'ai l'habitude de le dire. Coronavirus, qui es-tu? Pendant la période de Corona, je me suis beaucoup reposée. J'ai fait face à beaucoup de défis personnels. Et mes côtés vocal, c'est la routine, la même hygiène. Selon mon organisme, parce qu'il y a aussi l'hygiène selon l'organisme de chacun. Pour certains, ne peuvent pas prendre des épices. Encore que là, c'est un truc généralisé. Il faut éviter de prendre trop épicé. Il faut éviter glacé. Il faut éviter trop gras. Trop gras. Voilà. De préférence, éviter même le gras. C'est important. C'est conseillé. Voilà, c'est conseillé. Voilà qu'on est en Afrique. Et de temps en temps, il faudrait ajouter un peu. Pour bien manger. Pour bien manger, parfois pour avoir le goût. Mais voilà, donc la routine en fait. Exactement. La routine. Et on en vient à la finale. La finale de The Voice. La finale à laquelle tu as participé avec un autre béninois, Giovanni. Qu'on aura bien sûr le plaisir peut-être d'accueillir sur ce plateau. Tu étais déjà dans quel état d'esprit? De vainqueur ou de jusqu'au boutisme? Parce qu'on est déjà là, il faut donner ce qu'on peut.
Oui, mes yeux brillent subitement parce que c'est plus récent. C'est plus récent. En fait, déjà à la demi-finale, c'était une grâce particulière. Je préfère le prendre comme ça parce que je suis une chrétienne et le Seigneur m'a permis qu'au début de cette compétition qui n'a rien à voir avec une religion lambda ou voilà, une croyance lambda, de m'affirmer déjà en tant que chrétienne, en tant que gospel, et j'en suis fière, super fière, parce que c'était ma prière déjà, de pouvoir être révélée au monde, voilà, au monde dès mon premier impact, comme une chrétienne. C'est très important. Et mon passage de la demi-finale à la finale, je trouve que mon équipe était l'équipe la plus difficile à départager parce qu'il y avait des voix, oh mon Dieu. Parce que quand on va regarder Mathilde, on va regarder Diane Adams du Sénégal, les choix des morceaux et tout, c'était pas gagné d'avance. Effectivement. C'était vraiment pas gagné d'avance. Et je me dis, en même temps, je sous-estime pas mon potentiel, d'accord? Je sous-estime pas mon potentiel, mais il y avait toujours ce il y avait toujours ce petit truc d'apprécier chez les autres. Et tout ça part de la générosité, de voir le meilleur dans les autres, de vouloir voir les autres faire des choses extraordinaires et se dire waouh, accepter en fait que les autres également sont talentueux. Et voilà, je trouve que c'était une grâce, une opportunité énorme parce que ça n'a pas dépendu, ça a dépendu de Dieu certes, et ça a également dépendu de tous ceux qui ont eu à voter, à qui j'ai dit infiniment merci de m'avoir permis voilà, d'avoir cette opportunité-là. Donc, on va y venir, ne t'en fais pas. Alors, les résultats tombent, le résultat tombe. Est-ce que tu t'y attendais ou pour la finale ou pour la demi-finale? Pour la finale. Ah, d'accord. Les résultats là, est-ce que tu t'y attendais? Vous voulez la vérité, puisqu'on est là pour la vérité. Effectivement, on veut tout savoir, mais dans la vérité. Déçu ou... Non, pas du tout. Déjà, le simple fait d'être en finale, je me considérais déjà en avance comme une gagnante. Je crois, même on m'a posé la question, penses-tu pouvoir être la gagnante de The Voice? Et j'ai dit non, je ne pense pas, je le suis. Et je sais pourquoi je l'ai dit beaucoup, on trouvait que c'était très prétentieux, mais je l'ai fait parce que, en fait, j'étais arrivée en finale avec une mentalité de gagnante. Parce qu'à ce niveau, franchement, avec toutes ces voix, avec tous ces potentiels, qui peut dire qu'il a démérité? Personne. En fait, c'est même un soulagement pour les coachs de ne pas avoir l'honneur ou l'horreur de dire, voilà, nous préférons tel à tel, parce que c'est le public qui a décidé. C'est le public. C'est le public qui a décidé et ce n'est pas faute de ne pas apprécier. Je suis sûre que parmi tous ceux qui ont voté, il y a d'autres qui avaient l'embarras du choix, mais certainement pour une raison ou pour une autre, le cœur a penché pour X ou pour Y. Et aussi, le Bénin avait, de manière stratégique, un peu partagé ses voix. Oui, partager ses voix, parce que Giovanni était béninois, je suis béninoise, nous chantons tous les deux bien, chacun a son attirance, donc d'autres ont dû voter égal, ce qui ne nous arrangeait pas forcément. Mais bon, je le prends bien. Je suis une gagnante, je n'ai pas besoin de prendre la coupe pour être estimée gagnante. Je crois que j'ai tout gagné déjà. Elle a tout gagné déjà. Toujours en parlant de Giovanni, c'était comment l'atmosphère, parce que vous êtes tous deux arrivés en finale. Est-ce que vous étiez sur pied de guerre? Je vais gagner? Non, c'est moi. Est-ce que vous arrivez au moins à vous parler en coulisses? Je vais vous choquer parce que l'atmosphère justement de The Voice veut dire family, parce que on n'était pas comme des candidats concurrents, mais on était plus comme une famille. Non, mais vous étiez parti pour la finale. On était parti pour la finale, c'est vrai. Je veux gagner. Je veux gagner. Giovanni veut gagner. Mais en même temps, on s'est dit, écoute Gio, si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. En fait, tu es parti dans cette atmosphère, tu es parti avec un esprit patriotique. C'est vrai, au départ, quand on partait, on se disait, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner. Mais après, au fur et à mesure, on évoluait et que certains enjeux entraient en compte, on s'est dit, ça nous dépasse. Ça
Ça dépasse nos appréhensions, tout ce que nous avions eu à espérer jusqu'ici. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tout un peuple derrière nous. Donc, laissons nos égos et concentrons-nous sur la plus-value qui est le peuple. Voilà. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, après cette finale, c'est quoi tes acquis à la fin de cette aventure? Bah forcément, quand on finit une compétition pareille d'envergure internationale, il y a des personnes qui nous regardent. Il y a un public qu'on a gagné. Déjà, quand on va regarder mes comptes sociaux, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ça a monté, YouTube, ça a grimpé. Ça a explosé, ça a doublé. Je crois pour moi même doublé et poussière. Doublé et poussière, on a plus de 20 000 abonnés actifs. Wow. Oui, 20 000 abonnés actifs, c'est une grâce. Quand je commençais la compétition, j'avais à peine 2 000 abonnés. Donc vous voyez, je disais doublé en fait, c'est même, on dit quoi, 20e. Donc je me retrouve en train d'être explosée à la face du monde, exposée autant pour moi à la face du monde. Plusieurs pays, des pays même que je ne soupçonnais pas, l'Australie, la Russie, des pays dont des pays que je ne soupçonnais même pas. Des gens m'écrivent, Algérie, Maroc, Tunisie, France, États-Unis, Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud, m'écrivent et me disent. Ça montre la portée énormément. En fait, pour tout dire, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des messages que je n'ai même pas lus. J'ai pas lu sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, et je m'en excuse énormément, les gars, mais on va être patient, on va aller doucement, doucement, parce que c'est énorme ce qui s'est passé. Déjà, on a gagné énormément en notoriété publique, on a gagné également en contact, en portefeuille, parce qu'on a rencontré plein de personnes, des valeurs sûres, avec qui nous avons certainement des pourparlers, des collaborations, des échanges, voilà. Et voilà, c'est que tu kiffes, quoi. Que tu kiffes. Certainement des acquis, mais bien sûr des regrets. Tu regrettes rien de cette compétition? Regrets. En fait, pour les regrets, je cherche parce qu'en fait... Il n'y a eu que du positif. En fait, même s'il y a eu du négatif, ça s'est à un certain moment tourné en bien. Parce que quand je regarde les choses, je me dis, en fait, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu, j'ai tout gagné. Parfois, je regrette peut-être quelques douleurs, parce que ça n'a pas été facile. Se lever tôt, se coucher tard. Rester debout pendant trop longtemps. C'est dire qu'il y a des choses qu'on devrait faire, il y a des choses qu'on devrait faire, mais ça ne se fait pas peut-être à temps. Sur le coup, on est fatigué, on râle et tout. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, oh, mais est-ce que c'était bien de souffrir, quoi, genre, voilà, c'est ça. Donc, je ne vois pas en fait le négatif dans tout ce qui a été fait. Et je ne vois que du positif, apprentissage, énormément, j'ai beaucoup appris. Donc, voilà. Si c'était à refaire, je le referais. Qu'allais-tu? D'accord. Tu vas le refaire, certainement. Mais qu'est-ce que tu pourrais corriger au cours de cette compétition? S'il m'était donné de refaire ce parcours, qu'est-ce que j'allais corriger? Je sais pas. Peut-être améliorer mes performances, mais ça encore, je n'ai aucune garantie que j'aurais mieux fait. Qu'est-ce que j'aurais refait? Je sais pas trop ce que j'aurais pu refaire, mais je sais pas. Là, tout de suite, j'ai un trou noir. Un trou noir. Ouais. Et par rapport à la compétition en elle-même, des recommandations pour l'amélioration de l'organisation? Oui.
Par contre, si tu me posais la question, qu'est-ce qu'il y a à refaire par rapport à l'organisation, eh bien, il y en a un lot. Je croyais que c'était par rapport à moi. Moi, je parle pour ma paroisse. Déjà par rapport à toi, mais maintenant par rapport à l'organisation de... Par rapport à l'organisation de The Voice, je souhaite beaucoup plus encore de professionnalisme. C'est vrai, justement, j'ai appris côté professionnel, la scénique, plein de choses, les danseurs, la tenue qui va avec les thèmes des chansons, plein de choses en fait. Tout doit aller de pair pour une organisation comme la finale qu'on a eu à faire. On était déjà à la production pour reproduire tout ce qu'on allait faire le soir à partir de 9h. Et pour servir quelque chose de potable à tout le monde à partir de 22h. Vous vous rendez compte? Tout le travail qu'il y a à faire, même le manger est calculé. Tout est calculé. Qu'est-ce que j'ai dit? Même respirer est calculé. C'est vrai. En fait, tout est calculé. Donc, c'est vrai qu'à la finale, les gens ont remarqué qu'il y a eu plein de bémols au niveau du son. Beaucoup de gens se sont plaints, les internautes, parce que moi, je n'étais pas là. C'est moi qui étais acteur. Donc, les gens sont plaints. Et nous aussi, également, sur place, on a été victimes des problèmes de son et tout. Donc, je pense que nous pouvons y arriver. La zone anglophone, en Afrique du Sud, maintenant, je comprends un peu pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'Afrique du Sud, premièrement, pour le faire. S'il n'y avait pas eu Covid, le Covid qui est venu nous saper un peu, je crois qu'on aurait terminé la finale en Afrique du Sud. Certainement parce que la logistique là-bas était déjà bien disposée pour nous permettre d'avoir une finale digne de ce nom. Donc maintenant que les choses ont dû être relocalisées, ça a demandé énormément de fonds. Donc je souhaite à la production beaucoup de courage pour un perfectionnement, parce qu'on a besoin de ce genre de plateforme d'excellence pour s'exprimer. Voilà, pour nous exprimer et pour également répondre aux standards internationaux. D'accord. Voilà. Durant ce concours, on a senti la participation, la main forte du PDG du groupe Empire, Richard Jovi. Quelle était sa participation? Déjà, le groupe Empire est le groupe Empire est le représentant officiel de The Voice Bénin pour la sélection nationale. D'accord. Donc du coup, c'était plus facile pour le groupe Empire The Voice Bénin de pouvoir pistonner ses talents et pour avoir une meilleure représentation au niveau de Quand tu parles de pistonner. Quand je parle de pistonner, je parle de la sélection avec les coachs ici déjà. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le réseautage. D'accord. Merci. Rien du tout. De l'éclairer. Voilà, c'est très important. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait des quiproquos. En fait, je parle à partir du moment où la sélection a déjà été faite. Maintenant, pour aller à l'international, pour que les candidats béninois soient bien suivis, et ce qui a été fait également pour les autres pays, il fallait qu'il y ait un encadrement. Et le groupe Empire est là pour encadrer justement les candidats béninois à l'étranger pour qu'ils puissent avoir un bon déroulement. Et également pour que au niveau de la transition, au niveau du gouvernement, les informations, tout ce qui va être fait, la communication comme vous l'avez vu, tout passait par le groupe Empire. Ce qui fait qu'il y avait et les logos du gouvernement sur certains flyers et les logos du groupe Empire pour qu'il y ait une certaine logique dans le processus des informations et tout. On comprend mieux. Alors, on a vu votre rencontre avec le ministre. Dites-nous un peu, c'est quoi la substance de cette rencontre? Parce que on n'a rien compris, nous. C'était quoi les coulisses? L'avant ou l'after The Voice? Non, l'after The Voice. L'after The Voice. En fait, l'after The Voice, c'était... On est revenu, on a rendu compte. Et le gouvernement nous a félicité d'être allé aussi loin. Il nous a encouragés parce que ça n'avait pas été facile. Après autant d'encadrement, on s'attend à revoir le V. Voilà, le V. Le V n'est pas arrivé, donc on est revenu faire le point, dire merci. Et pour... oui, mais déjà, c'était quoi? Qu'est-ce que le gouvernement vous propose concrètement? Oui, ils nous proposent en fait, ils sont fiers de nous. Et déjà, je crois que le peuple béninois est fier de nous. Tous. Donc du coup, nous avons insisté sur le fait que nous aurions apprécié
qu'il y ait un accompagnement pour la suite. Parce que là, on était des candidats, mais maintenant, nous sommes des artistes à part entière. Nous aimerions avoir une assistance. Et le gouvernement s'est porté garant pour nous accompagner dans tout ce qu'il y aura à faire. D'accord. Et as-tu senti l'engagement du public? Quels sont tes mots déjà envers ce public qui t'a soutenu? Je vais dire à ce peuple chaleureux, ce peuple béninois qui nous a soutenus, qui nous a encouragés. Infiniment merci. Merci pour votre présence. Merci. As-tu senti l'engagement du public au niveau du concours? Totalement. 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 Et quels sont tes mots à l'endroit de ce public? Alors, cher public béninois, vous avez été fantastique. Vous avez été merveilleux. Et moi, Karina Sen, je vous dis infiniment merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir boosté, de m'avoir encouragé. J'ai trop apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on dit chez nous, Enachenomi Kaka. Merci infiniment. Ne me demandez pas d'ajouter autre chose. Non, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, très sincèrement. J'ai beaucoup apprécié cet engouement, l'accueil à l'aéroport, c'était fou. Et voilà, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et voilà, c'était l'entrevue avec Karina Sen, la finaliste du concours The Voice Afrique francophone. Nous sommes à la fin. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était le journal Parler sur Culture Télévision. À très bientôt.